Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, on est le meetup sur les cryptocurrencies de Bordeaux. C'est parti d'une initiative qu'on était un peu tous dedans, qu'on s'intéresse en tout cas, et on voulait voir un petit peu, on voulait avoir un petit peu des retours d'autres personnes qui n'étaient pas à l'école, même si ce soir il y en a beaucoup de l'école. Et donc voilà, j'ai essayé de continuer un petit peu. Ouais, bon, on a voulu faire ça de façon assez informelle. On a juste voulu lancer le mouvement. Après, je pense qu'il y a une communauté autour des cryptocurrencies à Bordeaux qui existe et que suffisait de lancer le truc, même si ce soir il n'y a pas autant de monde qu'on aurait espéré, mais c'est une première. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou quoi, n'hésitez pas à faire passer le mot. Voilà, donc on va faire une petite presse sur l'état de l'art des cryptocurrencies. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes au point sur... je pense que tout le monde connaît plus ou moins, j'espère. Mais après, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, donc c'est vraiment une première presse pour... Ouais, voilà, c'est pas une presse en mode cours magistral pour expliquer comment fonctionne le Bitcoin, comment fonctionne l'économie du Bitcoin, entre guillemets, ni même des altcoins, on en parlera après. C'est vraiment quelque chose pour commencer à échanger. Et vraiment, on le fait de manière informelle, on ne veut pas faire que des confs en mode vous nous écoutez et vous absorbez ce qui passe, surtout qu'on peut dire des bêtises. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire d'échanger. Puis on a préparé un petit apéro. Ouais, voilà, c'est vraiment, je vais faire de manière informelle. Je vais juste récupérer. Donc ouais, on a profité de développer un jeu sur quand même, parce que ça va nos écoles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, nous couper. On essaiera de plus les mettre à la fin. Mais ouais, on sent un peu interactif quand même. Ouais, voilà, c'est pas... Ouais, on a trop avec le moyen de bord. Est-ce que vous avez expliqué à quoi ça l'algorithme de minage? Ouais, c'est un peu en question après, ouais. C'est pas dans le... C'est pas dans le... Oui, on est resté vraiment à un niveau... Ouais, mais si vous avez des questions techniques, il n'y a pas de souci. On discuter quand même conf technique éventuellement sur un prochain meet-up. Si des gens sont intéressés ou quoi, on peut faire des confs plus techniques. Et si quelqu'un a un marqueur, je peux toujours faire une explication au tableau de comment ça tourne, si les gens sont intéressés. Ouais, puis bon, voilà, le meet-up aussi, c'était de... Encore une fois, on n'essaye pas de faire une conf one-shot, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté sur Bordeaux et que les gens puissent partager tout le temps, en fait. Là, on se voit une fois et tout, mais le mieux, ce serait qu'après, si vous voyez que vous avez des questions ou que vous avez bien échangé entre vous, n'hésitez pas à prendre contact et continuer à parler, quoi. Et même, pourquoi pas, proposer une conf après. Si vous avez des trucs à dire ou quoi, des présentations. On va essayer de le faire une fois par mois. Monsieur François part ce mois-ci, donc ça va être un peu compliqué pour qu'on soit à chaque fois tous, mais vraiment c'est pour qu'on discute autour. Là on l'a fait à Rungesiu, parce qu'on savait qu'on allait être un petit peu plus que ce qui est disponible dans un bar, mais si on voit qu'une fois un meet-up, on n'est vraiment pas beaucoup, on peut très bien aller boire une bière, pas faire conf parce que personne n'est dessus déjà, etc. Donc voilà. Je vais commencer rapidement. Vas-y. Donc on va présenter, comme on dit, l'état de l'art un petit peu, de ce qu'on a vu nous. On peut avoir oublié des trucs, on peut avoir dit des conneries. Dites-le nous, n'hésitez pas à hurler et tout. Donc moi je me suis pas mal basé sur ce qui est sorti chez Coindesk là, récemment. Donc l'état de l'art pour 2013 du Bitcoin et ce qu'ils ont vu avant. Donc il y a quand même pas mal de trucs vu que c'est une année où il s'est passé énormément de choses. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on fera des petits points, j'ai fait un petit point historique. Donc voilà. Donc notre petit sommaire, what the fuck are the coins? Donc là on présente un petit peu les bitcoins et les équivalents un petit peu plus pauvres on va dire, donc des altcoins. Donc un petit peu tous les altcoins, on ne présente pas vraiment un altcoin en particulier, on présente vraiment toutes les alternatives au bitcoin. Donc après on va présenter les trois grands principes, les trois grandes utilisations du bitcoin, donc le minage, les shops qui les utilisent et le trade. Et au final, une petite conclusion de tout ça. Donc je vais commencer avec qu'est-ce que le Bitcoin? Vas-y, tu peux passer. Donc, White Currency to the Web. Donc on se rend compte que le Bitcoin, c'est vraiment la chose. Vas-y, passe, je pense qu'elle passe l'historique. Ah non. Donc une petite définition, on ne va pas utiliser monnaie parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'appelaient le poil par rapport à sur quoi c'est indexé, etc. Donc valeur virtuelle,
Le grand avantage, c'est que c'est décentralisé et anonymisé, donc ça veut dire que vous n'avez pas de banque derrière. Donc, et l'anonymisation pour être sûr que vos échanges ne soient pas traçables en théorie. Limité, donc ça veut dire que c'est une valeur qui, via sa nature même, est une valeur définie de Bitcoin. Donc voilà. Une masse monétaire qui est limitée, on ne pourra pas dépasser 21 millions et quelques de Bitcoin. Donc là j'ai fait un rapide historique. Donc 2009, naissance du Bitcoin par le fameux Satoshi. Donc bon, en ce moment c'est en plus le buzzword autour de Bitcoin de Satoshi parce que on sait qui c'est, on ne sait pas qui c'est, on sait peut-être qui c'est, on a des photos de lui, ah non c'est pas lui, il dit que c'est pas lui, donc voilà, c'est un peu le bordel. En 2010, il y a des vraies personnes qui ont... Enfin, des vraies personnes. Un vrai groupe de personnes identifiables qui a repris le boulot. Donc, Gavin Larsen en premier. Là, les premiers trades ont commencé sur Bitcoin. Donc, petite anecdote personnelle. C'est que nous, c'est quand on a voulu commencer à investir, on ne l'a pas fait. Donc, c'est un peu mordu les doigts après. C'est un souvenir assez rigolo. Donc pendant 3 ans, il y a plein de choses qui se sont passées autour du Bitcoin, il y en a vraiment énormément. Sauf que c'est vraiment cette année où il y a eu un pic dans la valeur Bitcoin USD. 2013. Ouais, enfin cette année, oui, 2013, l'an dernier plutôt. Donc vers mai, il y a des gens qui ont commencé à vraiment investir dedans, à se dire bon, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, les tout premiers ont vraiment investi en sachant ce que ça valait, etc. En disant bon ok, nous on a nos GPU, nos cartes graphiques pour miner, donc on va miner. Donc on reviendra un petit peu sur le minage après, hein, vraiment dans la partie minage pour expliquer pourquoi je parle de cartes graphiques, etc. Mais voilà. Donc là il y a des gens qui ont commencé à investir, à se dire bon on a notre cash flow, maintenant on va le transformer en cash flow réel, donc commencer à investir, à proposer des analyses, etc. pour faire monter le cours. De ça est venu certaines utilisations nouvelles. Donc au début, pareil, je vous présenterai un petit peu dans la partie shopping du truc, que c'était vraiment des usages assez loufoques, genre pouvoir acheter ses chaussettes en alpaga, en Bitcoin. Sauf qu'après, il y a des gens un petit peu plus intéressés qui sont venus, donc on a commencé à avoir des achats immobiliers, plein de trucs un petit peu plus solides, enfin des choses qu'on n'aurait jamais vues parce que c'est une monnaie totalement intouchable, même si nos monnaies réelles peuvent l'être aussi, surtout dans des transactions immobilières ou des trucs comme ça. Mais là, il n'y a vraiment aucun moyen de se dire bon, au final, ça vaut cette valeur. Et surtout, on pourra voir que c'est assez volatile. Et 6 mois plus tard, la Chine est arrivée. Donc en octobre, des investisseurs chinois, surtout des banques, etc., sont venus. Donc il y a eu un gros buzz autour du Bitcoin fin septembre. Et là, du coup, il y a des gros investisseurs qui sont arrivés, des personnes qui avaient des hangars entiers pour miner. Et là, on a fait OK. Ces banques, elles ont fait OK, j'investis. Du coup, le cours est monté en flèche. Ouais. Tout par 10 en quelques semaines. Voilà, et donc on a passé les $1000 fin novembre à 2200. 1200 $. 1200 $, ouais. 1200. Et ça continue, ça Ouais, ça continue. On voit que juste après, un mois après, donc vraiment en termes de volatilité pour une valeur, c'est quand même assez fort quoi, pour une valeur qui se veut une monnaie. C'est quand même très fort quoi, parce que ça a perdu quasiment la moitié. Donc là, on était descendu en dessous des 750 $. Alors bon, il y a plusieurs choses qui font que ça s'est passé comme ça. Déjà, on va continuer sur l'histoire des banques chinoises. C'est que donc Baidu et des gros sites comme ça ont dit bon ok, on arrête d'utiliser le Bitcoin. Alors que pendant 3 ou 4 mois, ils étaient à fond dessus, ils ont fait la promo sur ça, etc. Après, après que les banques chinoises, alors bon, c'est un peu stéréotypé et un petit peu dur comme analyse, mais juste après que les banques chinoises aient fait énormément de bénéfices dessus, le gouvernement chinois a totalement interdit les trades en Chine pure, hein, je ne parle pas de Hong Kong. Hong Kong c'est un petit peu spécial. Et après, on a eu les petits problèmes avec un exchange, avec l'un des plus gros exchanges mondiaux, qui était au Japon, donc MTGOX. Il commençait un petit peu
à se dire bon, on a un peu des soucis ici, un peu des soucis là, il y a des premières issues qui commencent à remonter du truc. Donc vu que c'était l'un des exchanges, l'un des marchés les plus utilisés, la valeur a commencé à subir un petit peu de ces doutes. Et un mois après, Antigox Firm, ils ont fait un chambardement pas possible sur toutes les communautés, sur Twitter, enfin sur tout Internet pour dire bon, le Bitcoin ça marche plus, c'est totalement foiré, Il y a des failles. les failles dans le protocole d'échange, ils y sont allés, et bon, au final, 2 semaines après, même pas, on a découvert que c'était leur exchange qui était tout pourri et tout pourri. Et donc voilà, c'est encore perdu 200 $. Bon, maintenant ça remonte un petit peu, donc là, moi, ce slide, je l'ai fini il y a un mois, quasiment un mois et demi. Donc il y a plein de trucs qui se sont passés entre temps. On pourra en discuter, n'hésitez pas à en parler maintenant si vous voulez intervenir. Par rapport à la valeur pure du Bitcoin, enfin à la valeur qui lui est donnée, ce qui peut améliorer ça et en tout cas le stabiliser, même sans forcément qu'il remonte où il était dans l'immeuble, si c'est pas non plus enfin c'est plus pour l'instant du buzz hardware quoi. Les events, parler autour du Bitcoin, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi il faut l'utiliser et pourquoi avoir des retours de shop qui l'utilisent aussi c'est pas mal. Parce que le trade et le minage pour l'instant c'est des choses qui sont vachement à la mode et qui... Enfin, on a l'impression que ça sert qu'à ça, qu'à trader, qu'à être spéculatif. Malheureusement, c'est pas le but initial du Bitcoin, ni des coins en général. Et peut-être la régulation, peut-être que ça l'aiderait. Pour l'instant, c'est, tout le monde, beaucoup trop d'acteurs majeurs sont pas d'accord là-dessus pour que ça puisse être viable. François, tu veux le faire? Donc les altcoins, alors on va revenir un petit peu sur l'historique, mais en gros le Bitcoin a quelques faiblesses et surtout c'est une monnaie. Il y a plein de gens qui se sont dit pourquoi pas avoir d'autres monnaies. Le principe est bien, il y a juste quelques modalités qui ne nous plaisent pas trop, des détails techniques genre la durée de génération des blocs, bon ça on en parlera plus tard. Et du coup, ou alors utiliser les concepts du Bitcoin pour d'autres utilisations comme fournir des DNS avec le Bitcoin. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles en fait derrière. Donc il y a plein de gens qui ont fondé leur propre coin. Donc voilà, pourquoi des altcoins? Alors au début, c'est surtout des gens qui ont vu que le Bitcoin ça marchait bien. Ils se sont dit, tiens, si je crée mon propre coin et que je mine au début, où c'est très facile d'en avoir plein, le jour où c'est introduit sur un marché, je vends tout et je suis riche quoi. Donc il y a beaucoup de coins qui sont apparus comme ça au début, on va dire vers 2010, mais qui n'ont pas trop bien fonctionné parce qu'évidemment les gens ne les ont pas adoptés ou quand les gens se sont rendus compte que c'était très binaire, ils n'ont pas trouvé l'intérêt à les utiliser. Il y a des coins qui ont voulu améliorer le modèle du Bitcoin, donc ils ont trouvé des faiblesses, ils ont trouvé que le cours était trop élevé, que ça ne voulait plus rien dire. Il y a plein de choses qui peuvent être améliorées dans le Bitcoin et il y a un coin pour chaque utilisation en fait. Donc voilà, garder une valeur raisonnable, quand on voit qu'un Bitcoin ça valait 1200 $, on se dit un Bitcoin, ouais, c'est pas super pratique de se dire j'ai un Bitcoin mais en fait j'ai plein de thunes alors que j'ai 0,01 Bitcoin, c'est déjà pas mal d'argent, c'est dur à se représenter. Et ouais, au niveau du minage, pour miner du Bitcoin maintenant, c'est une industrie lourde. C'est pas possible pour un particulier de se lancer vraiment avec des gros moyens pour miner du Bitcoin. Le but de certains altcoins aussi, c'est de pouvoir rendre le minage, d'assurer qu'il reste faisable pour des particuliers avec des moyens de particuliers. Donc ça, on y reviendra sur la partie sur le minage. Voilà, capitalisation. Donc pour avoir la répartition un petit peu, j'ai pris le top 5. Le Bitcoin comme référence, 8 milliards de dollars de capitalisation, donc ça fait pas mal de sous quand même. Le Litecoin, c'est vraiment on va dire l'altcoin qui est le plus représenté, le plus utilisé et qui a la plus forte valeur. Litecoin aujourd'hui c'est 20 $, un peu moins de 20 $. Voilà, donc c'est quand même pas mal pour un altcoin. L'Aurora Coin, ça c'est un peu particulier, c'est un coin qui a été créé dans le but de remplacer la monnaie nationale de l'Islande. Ça a été créé par des Islandais et ça va être distribué gratuitement. Je sais plus combien de coins? 50 Aurora Coins vont être distribués à chaque
résidents islandais dans une semaine. Ouais, c'est pas Ça a été miné jusque-là. Et ça fait le buzz quand ça a été lancé parce que c'est la première fois qu'un coin va être utilisé dans le but vraiment de se substituer à une monnaie fiduciaire classique. Oui, surtout qu'un pays puisse le valoriser, le mettre en avant en général, c'est un peu réservé aux dealers et aux vendeurs d'armes, selon les dires des gouvernements et des médias. Mais voilà, c'est le premier altcoin le premier coin qui est poussé par un État. Donc ça fait le buzz quand c'est sorti et du coup ça a pris en valeur très vite. Ça a été lancé il y a un mois et quelques. C'est vraiment impressionnant comme. Le Litecoin c'est 2011, donc on voit que le niveau de capitalisation ça a vite rattrapé. Peercoin c'est pareil, c'est très vieux, c'est vieux. Pour une crypto-monnaie c'est de 2011 aussi je crois. Et ça se mine en SHA-256 par contre. Le Dogecoin c'est pareil. Le Dogecoin il pourrait avoir une compte pour lui tout seul parce que ça impliquait tellement de choses et il y a des choses qui ont été faites avec le Doge qui étaient plus ou moins interdites avec les crypto-monnaies. Donc il faut savoir que l'une des spécificités de beaucoup de crypto-monnaies c'est d'être limité. Le Doge, jusqu'à fin janvier, on venait de Bruxelles. Donc c'était pareil, sauf que alors c'est une monnaie mais du pur lol, c'est vraiment sorti out of nowhere en mode on va faire un même avec Shiba et tout, avec le Doge. Et fin janvier, ce qu'ils ont fait, ils ont un peu, vu que c'est un peu sur le thème du LoL, ils ont dit ok, vous faites des monnaies limitées, on va réintroduire des coins dedans. En mode, non, on va essayer de le faire une fois toutes les, je sais plus, alors ils avaient donné un cap. Et donc du coup, du jour au lendemain, c'est passé. Alors il faut savoir que ça montait très très vite vu que c'était un même internet, donc vachement propulsé par les communautés. Et du jour au lendemain, ça a perdu peut-être, je sais pas, c'était énorme. La moitié de sa valeur. Ouais, au moins. Mais au final, par rapport à ce que ça représente, quand on dit, en fait, il n'y a pas de limite à la capitalisation max du truc. Je trouve que ça s'en est bien sorti. Ça vient juste niveau valeur, mais je veux dire, ça s'est maintenu. Ça s'est bien tiré parce qu'ils avaient une communauté derrière. Alors, Dogecoin, c'est très utilisé pour les dons. Parce que ça a une valeur, par exemple, il faut 1000 Dogecoin, ça doit faire 5 $. Maintenant, c'est 50 centimes. Voilà, donc au final, on peut donner énormément de Dogecoin et avoir une valeur assez conséquente et ça fait pas tant d'argent que ça quand on convertit en définitive. Et du coup, c'est très utilisé pour ça. Récemment, avant-hier, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a donné 14 millions de Dogecoin à une fondation, parce qu'il y a une fondation Dogecoin en fait qui fait des actions caritatives. Donc c'est un peu l'esprit de la communauté, il y a beaucoup de dons, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un qui est arrivé qui a donné 14 millions de Dogecoin, ce qui fait à peu près 10 000 $ quand on convertit. Comme ça, en un tweet. C'était assez marrant. Sachant qu'accessoirement, il en avait profité pour arroser toute la communauté en disant sur Reddit, vous postez ces 3 mots et je vous donne de l'argent. Mais qui sont tirés avec 40, 50 $ comme ça d'un seul coup. Voilà, donc là on va un petit peu expliquer les utilisations des coins en général. Alors le mining, je ne vais pas rentrer dans la technique, je vais essayer. En gros le but c'est, vu que c'est un réseau décentralisé, pour savoir qu'une transaction a eu lieu et qu'une transaction est valide, il faut que tout le réseau soit d'accord en fait. Et pour faire ça, il y a un mécanisme un petit peu complexe, peut-être on reviendra dessus si on fait une conférence sur le mining, dans le but vraiment de valider ces transactions. Ça implique essentiellement de la puissance de calcul. Le but c'est un algorithme de hash en fait, et on va faire une proof of work, donc on va valider qu'on a passé un certain temps à dire voilà, ce bloc-là, dans la chaîne de transactions, ces transactions-là sont valides et c'est figé dans le marbre. Et si on décide que finalement ce n'est pas valide, mais ça implique de casser toutes ces transactions qui ont eu lieu après, donc c'est très peu probable. Donc voilà, le but, c'est vraiment essentiel à un coin, il faut des gens qui minent. Miner, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est donner de la puissance de calcul au réseau. Pour encourager les gens à miner pour que le réseau puisse tourner, on va donner une récompense. Ça forme des blocs, en fait, des blocs de transactions. À chaque fois qu'un bloc est trouvé, la personne qui l'a trouvé, qui a donné de la puissance, a une récompense
qui est fixée en coin, enfin en bitcoin ou en bitcoin. Cette récompense-là, elle va diminuer dans le temps. Et le fait que ça diminue dans le temps, c'est ça qui va permettre de limiter le nombre de coins qui vont être produits au total. Ça va être divisé par 2 en fait, en moyenne tous les 4 ans selon les coins. Et en plus de ça, il y a la difficulté de minage qui fait que plus on va en miner, plus ça va être dur d'en miner. Donc au final, c'est vraiment... ça devient très dur. Aujourd'hui, par exemple, pour du bitcoin, c'est très très dur d'en miner. C'est par machine, c'est ça? Comment? C'est par machine. Ouais, enfin il y a plein de façons de miner, mais en gros c'est des puces, enfin du bitcoin maintenant c'est des puces dédiées qui le font, j'ai détaillé. Voilà, donc l'évolution qu'il y a eu. Donc au tout début, c'était sur un CPU classique, sur un PC, on pouvait miner, c'est bon vieux temps. N'importe qui pouvait lancer, même sur un PC portable, et avoir quelques bitcoins par jour qui arrivaient. Sauf que bon, au fur et à mesure, plus de gens ont miné, donc plus de coins ont été produits, la difficulté est montée en flèche. Et avec un CPU, tu pouvais laisser tourner ton CPU pendant 2 mois et tu avais 0,1 bitcoin. Ce qui est déjà maintenant, ça serait déjà énorme. Donc les gens se sont dit, bon, qu'est-ce qui tartine plus qu'un CPU? On va prendre des GPU, donc des cartes graphiques, parce que ça envoie du steak pour faire les opérations qu'on veut. Donc voilà, l'époque des GPU, les gens commençaient à aligner des grosses cartes graphiques surpuissantes sur des cartes mères et ça tournait H24 pour miner. Donc là aussi, ça a encore fait monter, ce qui fait que quand les GPU sont arrivés, les CPU c'était encore plus mort, enfin c'était terminé, on ne pouvait vraiment plus rien en faire. Ensuite, le FPGA ASIC, donc des puces dédiées en fait. FPGA, c'est des puces qu'on peut programmer pour une opération particulière qui est en l'occurrence le minage de Bitcoin, et l'ASIC c'est carrément le hardware qui est fait que pour ça, c'est-à-dire que là, pour le Bitcoin, l'opération c'est du SHA-256. L'ASIC il sait faire que du SHA-256, c'est une puce qui fait que ça toute sa vie. Et les gens en alignent. Donc là, pareil, on est de l'ordre de, je crois, 50 fois plus rapide qu'un GPU. Donc la difficulté a tellement monté quand ces choses-là sont arrivées qu'aujourd'hui, miner du Bitcoin avec un GPU, c'est inenvisageable. Donc voilà, la difficulté to the moon, maintenant, le Bitcoin, à moins d'acheter des ASIC, c'est mort, et un ASIC, ça coûte cher. Et c'est pas, comment dire, ça va vite être dépassé, et on peut rien en faire d'autre que faire du SHA-256. C'est un peu dommage. Ouais, puis il faut savoir qu'il y a maintenant, sur le Bitcoin, ce qu'on disait l'an dernier, ça a tellement, le marché était tellement bouleversé, il y a des acteurs, il y a des banques qui sont mis dedans, ils ont des hangars, vous pouvez trouver certains articles sur le net, genre sur Vice, je crois qu'il y en a un, où il y a à Hong Kong, je sais plus si c'est Hong Kong, mais où à côté là, ouais, Hong Kong, où t'as des mecs qui ont posé des containers remplis d'huile avec des ASIC dedans. Et donc voilà, c'est un acteur c'est des personnes qui sont là et qui, ils plombent le marché, mais ils réinvestissent et tout dedans. T'as ce genre de personnes qui minent, du coup c'est vrai que le particulier pour du Bitcoin maintenant c'est... Il ne fait pas le poids. Et notamment, il y a eu un truc récemment aux États-Unis où ils ont montré un mec qui a un hangar rempli d'ASIC qui fait, je crois, quand c'était à 1000 $, ça lui faisait dans les 8 millions de dollars par semaine, il me semble, par mois. En Bitcoin qui gagnait. Et ça, c'est que les gens, on va dire, qui minent. Parce qu'après, il faut savoir que tous les gens qui savaient trader avant, donc quand je dis savaient trader, donc ça veut dire que c'est des gens qui font du frequency trading ou des dark pools, des trucs comme ça, ils avaient les deux et du coup, c'est comme ça qu'il y a certaines banques qui ont fait genre 2 milliards en moins de 2 semaines de bénéfices sur le Bitcoin. Script, donc voilà, sur les altcoins dont on parlait tout à l'heure, la plupart sont basés sur l'algorithme script pour la validation des blocs qui est différent du Bitcoin qui est le SHA-256. Le but de script, c'est que ça soit impossible de le miner en théorie avec des ASIC. Donc en gros, pour les altcoins, on s'est arrêté là, ça n'existe pas encore. Il y a des gens qui en vendent, mais personne n'en a vu la couleur encore. Donc il y a des gens qui en ont commandé depuis 6 mois ou 1 an et c'est toujours pas arrivé, donc c'est un peu con. Mais les GPU, c'est ce qu'il y a et c'est le meilleur moyen de miner des altcoins en ce moment. Sinon, niveau Bitcoin, ça en fait combien tout ça? Niveau Bitcoin, c'est-à-dire générer jusqu'à maintenant, on est à 12 millions et quelques de Bitcoin. On a dépassé la moitié. Mais ça devient très très dur d'en miner. Ça a augmenté très vite. Les premières semaines, il y en avait des milliers par jour. Bitcoin, maintenant, il y a quelques histoires qui font que certains bitcoins, il y a un peu des poches qui se sont créées. Genre, on en parlera juste après, là, sur le shopping, il y avait un truc qui s'appelait Silk Road.
où il y a une poche qui s'est créée avec le FBI parce qu'ils ont récupéré beaucoup de bitcoin. Donc voilà, enfin on en parlera. Voilà, donc pour résumer, 3 façons de miner. Miner en solo, ça c'est pareil, c'est un petit peu mort maintenant, c'est à moins de le faire au tout début quand un coin est lancé et que pas grand monde le mine. En fait, le but c'est juste de miner bêtement, c'est la façon la plus simple de miner. Donc on donne de la puissance au réseau et on essaie de trouver des blocs. Le problème de ça, c'est que la probabilité de trouver un bloc, elle est pas très élevée et du coup on a une variance qui est très grande. C'est-à-dire qu'on va trouver un bloc peut-être tous les mois ou tous les 2 mois. Et entre les deux, c'est la traversée du désert, on n'a rien, et quand on a investi de l'argent, on aime bien que ça rentre régulièrement. Et du coup, le mining en pool, le but c'est de regrouper un paquet de mineurs qui mettent tout en commun. Du coup, au final, vu que le paiement se fait par rapport au pourcentage de puissance qu'on apporte au pool, on gagne autant que si on minait tout seul, mais on le gagne beaucoup plus fréquemment. En général, avec les pools, on peut les payer tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ce qui arrive depuis peu, le mining en multicoin, alors là c'est un peu tricky. Le but c'est de miner automatiquement le coin le plus rentable à l'instant T. Donc voilà, en fait c'est des algorithmes qui vont prendre en compte la difficulté de plein de coins, même des coins tout pourris que personne ne mine, leur cours à un instant T, et qui vont automatiquement miner, changer peut-être 10 fois par minute le coin qui mine et revendre en direct les coins contre des bitcoins. Donc en fait ça permet avec du matos genre GPU de miner et au final d'être payé en bitcoin de manière correcte. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la proportion entre l'argent, l'or et les altcoins et les bitcoins, ça a été totalement ça a bien, ce genre de mining est un gros changement par rapport à la proportion de valeur. Parce que du coup, les gens ils n'utilisaient plus que le bitcoin pour se faire payer. Et l'utilisation a été juste. Ils ont super spécialisé les altcoins. Ils avaient que 2 fonctionnalités, soit se faire du bitcoin, soit utiliser, quand ils ont comme le Dodge, où c'est un peu devenu une mode de l'utiliser pour les dons, mais les altcoins qui n'avaient pas vraiment de spécialisation comme ça, ils se sont juste retrouvés à faire de la petite monnaie, vraiment de la caillasse pour le retrouver en bitcoin après. Bon, donc maintenant, moi je vais vous parler un petit peu de shopping. Alors, donc ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, vu que je suis pas un magasin. Mais voilà, c'est quelque chose, si vous connaissez des gens qui l'ont mis en place et tout. Normalement, ce soir d'ailleurs quelqu'un qui l'avait déjà mis en place pour son magasin, mais ils ne sont pas venus. Donc le shopping, qu'est-ce que ça. Pourquoi on utilise ça pour acheter des choses? Déjà, il y a moins de frais que sur un truc genre PayPal ou des trucs comme ça. C'est pareil, c'est devenu un petit peu un buzzword là, cette année. Du coup, il y a de plus en plus de grosses boutiques qui sont mises en place, donc Gift qui est un genre Amazon pour monnaie virtuelle. Maintenant, ils acceptent aussi des monnaies tout à fait. Le dollar, ils le prennent. Overstock, pareil, donc gros retailer, gros vendeur US où ils acceptent très bien le Bitcoin. Côté, on parle beaucoup du marché US, mais le côté chinois il est quand même vachement important. Donc niveau marché chinois, il y avait Baidu avant qu'ils disent non au final. Mais ils ont fait énormément de transactions en Bitcoin. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, les utilisateurs avaient un petit peu. C'était des utilisateurs qui savaient vraiment ce qu'était le Bitcoin, donc ils l'utilisaient pas forcément sur tous les sites. Mais au fur et à mesure que c'est passé, il y a eu des plus petits investisseurs, et là, c'est pour ça qu'il y a des sites comme ça qui les ont utilisés, parce qu'ils savaient très bien que les transactions, il allait y avoir beaucoup de transactions. Et oui, donc mettre en place soit on fait des dons, soit on met une adresse, donc notre adresse c'est là où on stocke nos coins, on va dire. Et on dit ok, envoie-moi ça, sauf que pour un magasin c'est pas du tout pratique. Et il en faut quand même des données de validation, etc. Et notamment, vu la volatilité de la valeur, si on fixe un prix en bitcoin qui est fixe, genre tel truc ça vaut 1 bitcoin, si à l'époque ça valait $14 et que 2 ans après ça vaut $1200, c'est plus très adapté. Quoi. Du coup, il y a des interfaces qui se sont créées, maintenant des sites qui ont reçu pour certains des prix à la TechCrunch, donc niveau entrepreneuriat US, c'est un peu le Graal, genre Coinbase, BitPay, qui eux sont spécialisés là-dedans, où
c'est des petites choses qu'on rajoute sur notre site. Enfin, Coinbase c'est un petit peu plus évolué, mais BitPay c'est vraiment très simple. C'est un widget qu'on rajoute sur notre site où ils te sortent une petite interface, ils te refont la transaction d'un côté ou de l'autre et tu as payé en Bitcoin. Avec le cours en temps réel, Ouais, ouais. en fait, il fait la correspondance avec le cours du dollar. Alors à chaque fois sur les sites officiels des trucs, on peut vérifier l'index qu'ils utilisent. Et, parce que bon, vu qu'il y a plusieurs marchés, que la monnaie n'est pas régulée, et il y a forcément un index spécial où vous allez revendre, enfin eux, pour se faire de la thune en fait, ils vont le revendre sur des marchés spéciaux. Donc chacun a leur truc. Donc un petit historique encore, vu que je suis un peu fan. Donc je parlais des chaussettes en alpagas, c'est vraiment existé. Il y a eu les pizzas aussi, la fameuse histoire des pizzas où les mecs ils ont acheté leur truc en bitcoin et 25 bitcoins par pizza. voilà à l'époque, 25 bitcoins. Donc à peu près $600 bitcoin, ça fait à peu près 1500-1600 $. Ça va. J'espère pour eux qu'ils ont gardé, je ne pense pas. Donc ça c'est en 2010, donc tout début, vraiment tout début. Il y a eu toujours, enfin vraiment c'était vraiment des articles assez funky. C'était un marché assez, sans être du black market, c'était vraiment des trucs de geek quoi. Comme la monnaie, c'était une monnaie de geek à l'époque. Après ça s'est un peu modifié. Anonymisation des transactions, décentralisation. Voilà, il y a des gens peut-être un petit peu malveillants qui ont vu ça comme la monnaie ultime pour certaines transactions un peu louches. Ouais. Notamment un mec qui a créé Silk Road, enfin un mec. Personne qui a créé Silk Road, donc un site où tu pouvais tout vendre et tout acheter en Bitcoin. Notamment ce qui est illégal. Surtout ce qui était illégal en fait. Donc on pouvait trouver des armes, il y a eu beaucoup de... ça aussi c'est pour ça que les gouvernements et les médias ont beaucoup dit bon c'est une monnaie de dealer quoi, parce que je crois que c'était le premier produit vendu en fait sur un truc. Donc drogue, armes, trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains et contrat d'assassinat. Et donc là-dedans les gens étaient pas très contents, ça a marché. Bon alors en 2012 c'est même plus vieux, je crois que c'est 2011. 2012, il y a déjà eu des petites investigations autour du truc. Début 2013, il y a eu le FBI qui a fermé le site. Et vu que c'est un site marchand, il y avait quand même quelques sommes dessus. Le FBI a fait non, ok, tous ceux qui utilisaient ce site étaient complices. Du coup, vu qu'on ne peut pas les tracer, vu qu'en théorie on ne peut pas, on va récupérer toute la thune. Donc c'est ce que je disais, il y a une poche qui a été récupérée de Silk Road qui est assez énormissime. Qui est le plus gros wallet au monde. Le plus gros wallet Bitcoin. Je sais plus combien il y en a dessus. Je sais pas, pour l'instant, il n'y a pas encore de chiffre précis, parce qu'ils ne le disent pas. Mais c'est l'une des choses que beaucoup de gens craignent une fois qu'ils vont le revendre. C'est que une fois que ça sera vendu, le cours s'effondre. Parce que c'est comme si on rebalançait de la monnaie dans le système. Parce que ce wallet, il est sur la blockchain, on est sûr. C'est sur la blockchain. Sauf qu'on ne sait pas les adresses qui correspondent. Voilà. C'est qu'ils ont annoncé qu'un jour ils vendront, mais personne ne connaît la date ni les modalités. Voilà. Vu le système légal US, ce sera certainement des enchères. Mais disons que techniquement c'est compliqué à organiser. Et donc tout le monde attend de voir ce qu'ils vont faire. Surtout que tout le monde parle de Silk Road, mais il y a de plus petits sites comme ça qu'ils ont fermés. Ouais, il y a vraiment. À gauche à droite. Il y a une très bonne analyse sur une fois qu'ils ont chopé DPR, c'était le présumé, même le webmaster du site, qui a été récupéré d'une façon très stupide. Donc il a posé une question sur Stack Overflow, donc le site pour poser des questions, qui n'arrivait pas vraiment à voir, sauf que un peu quand même. Et du coup les mecs ils ont fait, c'est lui, ok c'est lui. Et du coup ils l'ont chopé. Voilà, donc ça a un peu fait un peu du remous parce que après il y a eu des Silk Road, il y en a eu je crois 16 générations vraiment nommées Silk Road. Là il y a Silk Road V2 en ce moment qui tourne. Ouais, donc voilà, là il y a une vraie V2 qui est sortie, mais il y a eu plein de reboots de ce truc. Bon, à chaque fois ils se sont fait down, ils ont récupéré l'argent, down, récupéré l'argent. Voilà. Donc c'est ce que je disais, en 2013 il y a eu des investisseurs un petit peu plus sérieux on va dire, il y a des gens qui se sont dit bon ok, alors peut-être qu'ils essayaient de blanchir leur argent, on n'en sait rien. Mais voilà, il y a des achats immobiliers, des trucs comme ça qui ont commencé à être... le premier, je crois que c'était en Suède,
où là c'était une transaction valide, où les gens ils ont dit ok. Avec la volatilité du Bitcoin, beaucoup de gens se sont un petit peu posé la question sur est-ce qu'il faut vraiment le faire, est-ce que les deux parties sont vraiment consentantes quand ils le font? Parce que est-ce qu'il y en a pas qui se font arnaquer? Ça, c'est dur de le savoir et surtout, ça c'est un point de vue personnel, mais je veux dire use your brain. Vous utilisez une monnaie virtuelle qui a aucune valeur, qui est indexée sur zéro matière première. Voilà. Les gens, il y a eu beaucoup de posts où les gens se sont plaints, ils ont dit oh on a investi la moitié de notre comment ils appellent ça aux États-Unis, leur plan d'épargne, et dans le Bitcoin ça s'est effondré après, ils ont fait ah non mais rendez-nous notre argent, mec, comment tu veux qu'on te le rende, pas possible quoi. Et en 2014 là il commence à y avoir les mêmes types d'achats qu'en premier, mais en mode ultra riche, donc ceux dont j'oublie tout le temps le nom là. Spingelboss. Voilà, ceux qui ont l'affaire Facebook, tout ça, qui ont lancé un fonds d'investissement il y a un an, c'est ça? Et qui ont acheté leur premier billet pour Virgin Galactic, donc l'avion qui fait l'orbite de la Terre, de Virgin. Alors je sais plus combien de bitcoin. Ouais, ça fait en dollars plusieurs millions. Ouais, c'est 1 6 million de dollars. Non, 1 million? Ah non, donc ça commence à être raisonnable quoi. On va passer sur le trading. Donc le trading part d'un principe simple, c'est j'ai des bitcoins où je cherche à en obtenir. Et comment je fais pour soit en acheter avec mon argent ou régler ma facture EDF avec mes bitcoins. Donc c'est tout bêtement, le principe c'est que c'est des sites qui vont proposer de vous prendre votre argent, de vous prendre vos bitcoins et de l'échanger contre soit de l'argent ou d'autres crypto-monnaies, des bitcoins, où il y a même certains qui proposent contre des bitcoins, ils vous livrent des lingots d'argent directement à domicile. Donc voilà. Donc le principe c'est que c'est des échanges temps réel, c'est comme la bourse ou les marchés fiat où vous pouvez échanger des euros contre des dollars contre un frais de commission. Donc par contre avec la volatilité des cours, il y a vraiment beaucoup de gens qui essayent d'investir dessus, vu que quand on voit que le taux prend 30% de semaine dans un sens ou de l'autre, il y en a qui espèrent faire fortune et qui assez souvent perdent. Donc il y en a beaucoup qui se mettent à spéculer, en plus de tout l'aspect pratique, de pouvoir facilement acheter du bitcoin. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Donc oui, le principe c'est vraiment mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. C'est dans les volumes, j'ai vu que c'est la solution la plus pratique. C'est là où se déroule un immense pourcentage des échanges faits sur le réseau. À part sur les échanges officieux à base de j'achète de la drogue, donc j'ai évité d'avoir une transaction qui pop sur un marché comme ça. Là c'est vraiment des opérations comme ça. Donc ils prennent une commission sur chaque opération, donc ça varie selon les exchanges, c'est pas grand chose habituellement, mais sur des gros échanges ça finit par apparaître. C'est extrêmement variable, par exemple en Chine, pour faire la promo, en ce moment c'est 0% de frais si vous achetez du Litecoin contre des yuan. Et de plus en plus, ils essayent de faire des solutions pratiques parce que pour les non-informaticiens, ça peut être assez compliqué. La solution, ce qui pour un informaticien, la solution simple, ça peut être de lancer sa machine chez soi et de se mettre à miner comme un sale. Mais pour un particulier, il préférera certainement sortir sa carte bleue et acheter du bitcoin comme ça. Donc il y a toutes les solutions imaginables, PayPal, carte bancaire, virement, et autres solutions un peu plus funky. En Russie, c'est implémenté un peu partout, dans les gares, dans les duty free, etc. Donc il y a de plus en plus vraiment, c'est comme un distributeur de billets, sauf que ça sort un reçu avec vos adresses Bitcoin, il n'y a plus qu'à les rajouter. Voilà. Donc là, pour donner un graphique un peu violent, c'est qu'il y a certains exchanges qui concentrent vraiment l'essentiel des trades. Donc Bitstamp en dollars, c'est 35% des échanges quotidiens. Bitfinex 26% et BTCE qui est un site russe qui fait, même en dollars, c'est toujours 22% des échanges. Après, on note aussi que la Chine, entre les yuan et les dollars hongkongais, ils totalisent un bon petit 14% des
des échanges. Sachant que c'est 14%, c'est principalement de l'achat, parce que tout ce qui est spéculation, achat entre cryptos, ça se fait principalement en dollars. Donc il y a un cash flow assez énorme qui vient de la Chine sur les... Oui, sachant qu'en plus, c'est vraiment un marché où parfois ça ferme du jour au lendemain. C'est vraiment le marché, c'est pas le plus instable, mais c'est le plus gros, le plus instable. Ouais, non, enfin, la Chine, ça c'est particulier, mais maintenant tous les échanges chinois sont basés à Hong Kong et Macao, vu que les législations financières sont beaucoup plus relaxes et le gouvernement est plus tolérant là-dessus. Et après, par monnaie, c'est le dollar qui prédomine. On voit qu'en Europe, on est très loin derrière. C'est pas rentré dans les usages pour un petit paquet de raisons. C'est qu'il y a très peu de... Par rapport à Hong Kong ou même à Dubaï, ils se sont mis à leur mettre vraiment des dabs pour Bitcoin à tous les coins de rue. En Europe, c'est vraiment pas le cas et il y a très peu d'échanges qui acceptent l'euro tout bêtement. Les échanges aussi, il y a un paquet de papiers qui ont été écrits dessus. C'est que c'est le point de vulnérabilité principal de tout le réseau Bitcoin. C'est que c'est des sites qui sont accessibles à tout le monde, qui brassent des sommes qui se comptent en millions de dollars quotidiens. Et du coup, c'est la cible favorite de tous les pirates du monde. Et c'est très risqué parce que les taux sont super volatiles. Résultat, le jour où le Bitcoin s'effondre, les exchanges perdent des sommes monstrueuses sur leurs économies propres. Donc il y a un papier qui est sorti récemment qui a montré que 45% de tous les exchanges qui n'ont jamais ouvert ont fermé, que ce soit parce que ça a été piraté, que les gens se sont barrés avec la caisse ou des faillites économiques simples. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez des bitcoins à vous, ça peut pas être une solution super simple et super pratique de les stocker sur un site web comme ça où je me dis demain s'il y a un souci, je vais vendre contre des dollars et je vais le mettre sur ma carte bleue instantanément. Mais comme le montre le KMTGOX, du jour au lendemain, crack, plus moyen de récupérer son pognon. 850 000 bitcoins disparus. 850 000 bitcoins, hop. Un CEO qui s'excuse directement en mode je suis moins que rien devant tous ces utilisateurs. Ouais, parce qu'il faut savoir que NTGOX en 2013, à leur pic, c'était 70% des échanges quotidiens. Donc 2014 ça ferme, il y a pas mal de gens qui ont perdu des millions ou leurs économies personnelles sur un truc idiot, vu qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, c'est le cas de le dire. Et crac. Soit c'est des wallets où en gros ça te garde, le réseau garde quelle adresse à quoi, ça garde l'historique des transactions. Résultat, ton wallet, ce sera j'ai reçu 15 bitcoins, j'ai reçu 10 bitcoins, j'en ai envoyé 12 à bidule. Le réseau, tu peux le voir comme un gros livre de compte. Enfin, le protocole. Quoi ? Ouais, le blockchain. Ouais. Tu peux le voir comme un gros livre de compte qui va te dire bon, ben, ça, telle personne a ça. Enfin, voilà, c'est vraiment un livre de compte. Donc, c'est tes dépenses. D'un côté ou d'un autre. En gros, en faisant la somme de toutes les transactions qui concernent ton adresse, que ce soit ce que tu as reçu, en fait, tu fais la différence de ce que tu as reçu et de ce que tu as envoyé. Et tu as le nombre de bitcoins que tu as. Après, ça, la crypto, ça marche avec un système de clé privée. Et en gros, pour pouvoir dépenser tes bitcoins, il faut que tu aies ta clé privée, qui est unique, qui est associée à ton adresse publique de ton portefeuille. Et le problème de NTGOX, c'est qu'ils stockaient leur bitcoin avec la clé privée de leurs utilisateurs. Toi, quand tu es client NTGOX, tu n'as pas ta clé privée en fait. Tu as juste une interface sur le site où tu vois que tu as ton bitcoin. Mais tu ne sais pas derrière comment c'est stocké. Si ça se trouve, ils les ont même pas. Enfin, tu n'as aucun moyen de le savoir. C'est ça qui est dangereux. C'est que en fait, la meilleure façon de les stocker pour un exchange, c'est de les mettre sur des adresses qui ne sont pas sur des serveurs ou quoi. C'est soit écrit sur un bout de papier, soit dans un coffre, soit qui n'est pas connecté au net. Parce qu'il suffit de rentrer l'adresse après, tu peux récupérer tes bitcoins sans problème. Mais si c'est accessible, même si c'est hyper sécurisé, etc., sur un serveur, si tu te fais hacker, tu perds tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, en conclusion, c'est vraiment des tendances générales parce que bon, ça reste instable. Faut faire gaffe à ce qu'on fait sur le réseau. C'est simplement pour donner un ordre d'idée. Il y a en 2 mois, pour le réseau Bitcoin, la puissance de calcul a augmenté de 150%. Donc c'est vraiment, ça se compte, je ne sais plus à combien
milliers de gigahash, mais c'est absolument délirant. Enfin, quand on voit qu'une carte graphique, on va dire haut de gamme, elle fait 700 kHz, et que là, pour le script, ouais, mais c'est pareil. Enfin, Ouais, ça fait. Des gens, par exemple, sur le fond où moi je mine, qui ont 24 GHz de puissance de calcul, ça fait à peu près 30 000 cartes graphiques haut de gamme actuelles qui coûtent dans les 400. Donc voilà, c'est juste démentiel. Pour le particulier, on peut éviter. Ouais. Ou du moins légalement, sans pirater les ordi de la moitié de la planète, il n'y a pas moyen de légaler ça. Après, d'un point de vue shopping, on voit sur le net de plus en plus qu'il y a pas mal de sociétés qui se mettent à lancer leurs solutions de paiement pour des magasins ou des DAB pour acheter des bitcoins sans un peu aucun problème de la planète. Et il y a pas mal de magasins qui se mettent à accepter ça plus ou moins officiellement. Enfin, il y a même des coups de pub à base de Starbucks où c'est une chaîne de. Enfin, comment ça s'appelle ça ? Une franchise qui s'est mise à accepter le bitcoin sans que ce soit officialisé par la maison mère, ou de petits magasins qui font ça pour le fun. Le trading, c'est encore, on va dire, en phase de rétablissement de FTGOX qui ferme. Il y a une certaine part d'appréhension sur qu'est-ce qui se passe sur la stabilité des exchanges, par exemple ce que va faire le FBI et de ce genre de choses. Donc, comme toujours, disons, la Chine fait beaucoup de choses parce que c'est eux qui ont en capitalisation moyen d'épargner. Ça s'explique par un petit paquet de facteurs, c'est qu'en Chine, il y a beaucoup de foyers qui ont pas mal de cash disponible, qu'ils ne peuvent pas moins investir en bourse que nous, vu que c'est beaucoup de sociétés publiques détenues par l'État ou des partenariats, où c'est pas... Donc ils investissent soit dans le Bitcoin, soit dans l'or, pour faire une grosse généralisation. Donc là, le Litecoin, qui est donc le deuxième, enfin le premier Litecoin, les échanges chinois se sont mis à l'implémenter et le résultat, le taux est passé de 12 à 18 dollars en 2 jours. Oui, en 8 heures même pas. Donc ça fait une petite augmentation de 50%. Sinon après le trading, ouais, c'est comme c'est marqué business as usual, c'est du trading, donc c'est les acteurs qui peuvent vous tuer, ils vous tueront, quoi. Enfin, voilà. Et ouais, disons qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient mieux se passer sur l'utilisation de fait. C'est qu'il y a des gens qui vraiment, comme Isaac, qui jettent leurs sous dedans les économies de leur vie sans s'informer plus que ça, en se disant qu'ils vont faire fortune sans lire les clauses d'utilisation, j'aurais envie de dire. Par exemple, Ponzi.io, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un schéma de Ponzi, mais en gros, il y a un site qui promettait, vous nous donnez, enfin, je ne sais pas si c'est le format d'offre, mais c'est exactement ça. C'est vous nous donnez des sous, on vous rembourse à 120% avec les sous du suivant qui met des sous. Donc vous voyez vite le problème, c'est que celui qui est au bout du truc ne verra jamais ses sous. Sachant qu'il y en a même qui ont fait l'équivalent et qui se sont directement barrés avec la caisse de ceux qui avaient fait un défaut. Parce que là, le problème, c'est que c'est clairement annoncé. C'est le truc, ça avait Ponzi et tout le monde était au courant que ça se passait comme ça. Oui, c'est marqué. Hein. Sachant que vous regarderez le code pénal français, c'est le faire un schéma de Ponzi, c'est écrit noir sur blanc et c'est des années de prison. Bon, alors il faut savoir, il n'y a pas que le Bitcoin qui le fait, hein. Il y a encore des boîtes qui le font, qui se déguisent plus ou moins en France, ils le font encore. Jusqu'à ce qu'ils se fassent choper, ouais. Qu'ils se cassent avec. Quand je parle aussi de PandaCoin, c'est par exemple d'Altcoin, où c'est des gens qui en fait vont créer leur coin, vont miner dessus, puis l'annoncer au public. Donc ils ont déjà un cash monstrueux. Ils vont tenter de faire de la pub en disant c'est trop bien, genre le PandaCoin, c'est des pandas, ça va trop bien marcher en Chine, achetez-en, on l'introduit en Chine après et ça va monter. Donc les gens investissent et disons qu'ils se font totalement enfler vu que le créateur a vendu tous ses sous. Et voilà, le taux s'est effondré, il a fait son affaire et fin d'histoire. Après, spéculation versus circulation, c'est qu'il y a un paquet d'acteurs qui sont dedans simplement pour sortir de la thune et arrondir leur fin de mois ou faire des bénéfices. Simplement en achetant-vendant de la monnaie sans service réel apporté par derrière, sans vendre de chaussettes en alpaga, de pizza, quoi que ce soit. Mais c'est idiot, mais ça représentait plus de 70% ou 90%, enfin des pourcentages délirants des échanges effectués tous les jours. Donc ça fait monter la valeur
Sans apporter de valeur sans, réelle, en fait. voilà, donc s'il y a un Sans jour, apporter d'utilisation en fait, c'était juste spéculer pour spéculer. donc le jour où les gens arrêtent de spéculer, le lot s'effondre et il y aura encore des gens qui sont ruinés. Les régulations, c'est que les gouvernements peuvent autoriser ou interdire à leur guise. Enfin, on a eu ça en Chine. Il y a une recommandation de la banque chinoise, ça s'appelle PAF, le Bitcoin perd 400 $ d'un coup. La Russie a plus ou moins, tous les gouvernements font des recommandations plus ou moins. Donc si un jour vous ne pouvez plus vous en servir, c'est con, mais voilà. Après, c'est. Pour un particulier, c'est toujours compliqué d'acheter des bitcoins, vu que faut avoir confiance d'acheter ça sur un site russe avec votre carte bleue, de laisser vos numéros et de pas trop savoir ce qui se passe. Donc ça, il y a toujours surtout qu'il y a des frais qui sont un peu stupides, parce qu'un des grands avantages du bitcoin, c'est vraiment de faire des échanges même internationaux en bouffant 5 centimes de frais sur une transaction de plusieurs milliers d'euros. Donc si vous voyez ça et qu'en face, le site vous prend 6% pour accepter votre carte bleue, c'est pas la peine, quoi. Et la sécurité, parce que quand on voit le nombre de gens qui se font pirater, qui lâchent leurs clés publiques dans la nature, les échanges qui ferment et tout, il y a une certaine menace que c'est simplement des pirates qui se barrent avec la caisse et que ça rassure pas les utilisateurs sur la reliabilité du truc. Donc simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est s'il y a des gens qui sont intéressés, les informer et qu'ils s'informent des risques encourus. Il ne faut pas prêcher le bitcoin c'est trop bien, devenez tous riches. À notre niveau, on n'a pas d'intérêt, je pense, on ne va pas gagner d'argent en disant acheter du bitcoin c'est trop cool. L'utiliser dans les cas avantageux, c'est simplement que pour faire des échanges, il y a rarement moins de frais qu'une banque, tout en étant au courant des risques encourus. Et être réaliste, c'est que. C'est pas s'emballer quoi. Pas s'emballer, je doute qu'à moins d'avoir une idée super géniale, qu'on devienne riche en un jour en utilisant du bitcoin. Voilà, si vous avez des questions. Ouais, on va passer à l'apéro. On se pose des questions comme ça, on peut discuter.